Bienvenue dans Géopolitis, destination le Nigeria, ce géant africain. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique et bientôt le 3e pays le plus peuplé de la planète. On y a vu l'été dernier le président Macron se déhancher dans une des boîtes les plus célèbres de Lagos, Mégapole, de tous les contrastes. Deux favoris se détachent pour l'élection présidentielle, le duel entre un ancien général austère et un businessman sulfureux. Corruption, violence ethnique et religieuse, nous ferons le point sur ces calamités qui affectent le Nigeria depuis si longtemps. Gigantesque, cela n'a rien d'un superlatif quand on évoque le Nigeria. Avec 190 millions d'habitants, c'est aujourd'hui le plus grand pays d'Afrique. Il est en passe de devenir le 3e pays le plus peuplé du monde. À l'horizon 2050, on aura dépassé les 400 millions d'habitants. Derrière la Chine, qui aura stabilisé sa démographie, et l'Inde, qui comptabilisera alors plus de 1,6 milliard d'habitants. Le Nigeria est la première économie du continent, avec un produit intérieur brut de 461 milliards en 2018 et premier producteur de pétrole en Afrique. C'est une économie dynamique, mais terriblement inégalitaire. À côté d'oligarques affairistes et richissimes, plus de 80 millions d'individus vivent ou survivent avec moins de 2 $ par jour. Les défis sont donc énormes. Les tensions se sont exacerbées à la veille des élections où deux favoris, deux vieux routiers de la scène politique s'affrontent pour la présidence. Le président sortant, Muhammadu Buhari, 76 ans, est un Peul musulman, originaire du Nord. On le dit affaibli, il a été longuement soigné d'un cancer en Grande-Bretagne. En 2015, l'ex-général avait conquis la présidence, promettant d'écraser le groupe djihadiste Boko Haram et d'en finir avec la corruption qui gangrène toutes les institutions du pays. Buhari n'aura réussi ni à vaincre Boko Haram, ni la corruption, mais il bénéficie toujours de l'image d'un homme relativement intègre. On ne peut pas en dire autant de son principal adversaire, Atiku Abubakar, 72 ans, homme d'affaires multimillionnaire, lui aussi originaire du Nord et musulman. Atiku, comme le surnomment les Nigérians, a bâti le début de sa fortune à l'époque où il dirigeait le ministère des Douanes, mais il n'a jamais été inquiété par la justice. Le candidat du Parti démocratique se présente lui aussi pour la 4e fois à la présidence, avec ce slogan « Remettre le Nigeria au travail ». Helping to develop economy and create jobs. 73 candidats sont en lice pour la présidence. Ils se disputent les suffrages de 84 millions d'électeurs. Gouverner le Nigeria n'est pas une sinécure. Imaginez un pays grand, comme 1,5 fois la France, où coexistent plus de 200 ethnies. Parmi les plus importantes, les Peul et Hausa au nord, l'ethnie Yoruba dominante à l'ouest et les Ibo à l'est. Chrétiens et musulmans se répartissent presque à égalité dans la population. Le nord du pays est dans sa grande majorité musulmane et le sud chrétien. Pour maintenir ensemble cette formidable mosaïque nigériane, l'État est organisé en fédérations. Elles sont au nombre de 36, avec en plus le territoire d'Abuja, la nouvelle capitale fédérale depuis 1991. Hormis Lagos et ses 22 ou 23 millions d'habitants, une quinzaine de villes dépassent le million. On vous le disait, ce pays est un géant. Le Nigeria est assis sur des réserves de pétrole colossales, les 9e du monde. Mais la manne des exportations ne profite pas à tous. Sinon, comment expliquer que près de la moitié de la population vit au-dessous du seuil de la pauvreté? La Société nationale des hydrocarbures demeure une entité opaque qui a servi de caisse noire aux gouvernements successifs. Ces dernières années, des efforts ont été entrepris pour nettoyer les circuits de la corruption, mais à l'échelle du Nigeria,
Autant dire les 12 travaux d'Hercule. Bonjour, Gorgui Wadendoy. Bonjour. Vous êtes correspondant ici auprès des Nations Unies du Soleil de Dakar, le quotidien national du Sénégal. Et puis vous avez fondé, il y a un certain nombre d'années déjà, le site d'information en ligne Continent Premier. On a intitulé cette émission « Nigeria, un géant ». Est-ce qu'en Afrique, dans les pays voisins du Nigeria, il est aussi perçu comme un géant? Un géant économiquement, parce que c'est quand même 20% de l'économie africaine, 75% de l'économie de la CEDEAO, donc de l'Afrique de l'Ouest. Non pas que cela, au niveau culturel, vous vous rappelez de Nollywood, qui est quand même la deuxième industrie cinématographique du monde, après l'Inde. Donc, devant Hollywood. Devant Hollywood, ouais. Ce n'est pas rien. Aussi au niveau diplomatique, parce que le Nigeria a envoyé des casques bleus en 99 pour lutter contre la guerre civile au Libéria. On les a vus actuellement au Congo, on les a vus aussi au Soudan du Sud. Le Nigeria aussi tout dernièrement en Gambie pour faire partir le dictateur Yahya Jammeh. Donc évidemment, en dehors du fait que c'est la plus importante population du continent, le Nigeria compte. C'est un des pays les plus riches, on a dit, mais c'est aussi un pays avec énormément de gens très pauvres. Aujourd'hui, nous avons plus de 14% de taux de pauvreté. L'immensité de la richesse est aussi égale à l'immensité de la pauvreté, ce qui constitue un défi énorme. Et puis un défi aussi, c'est la démographie. Je crois 400 000 jeunes à intégrer sur le marché du travail chaque année. 400 000 à intégrer. Donc chaque année, 400 000 jeunes diplômés viennent demander à Buhari, nous voulons du travail. Évidemment, c'est un challenge énorme. Et ceci dit, le président Buhari, dans son programme économique, a mis en place des programmes pour que ces jeunes puissent retrouver un peu de leur dignité. En quoi faisant? En prenant un peu des rentes de la manne pétrolière, mais en même temps en incitant les femmes. Parce qu'en Afrique, encore une fois, le développement sera avec ou ne sera pas sans les femmes. Le président Buhari sollicite un deuxième mandat. Quel bilan tirez-vous de ces 4 ans de présidence? Un bilan mitigé, mais quand même, Buhari, c'est le grand géant président qui a voulu, comme Goliath, combattre la corruption, qui est un phénomène magnifiquement atypique dans ce pays-continent qu'est le Nigeria. Et n'oubliez pas déjà en 83 et 85, quand il était président, il y a quelque chose d'anecdotique. Il avait envoyé des commandos nigérians, aidés par des mercenaires israéliens, pour aller chercher un ancien ministre qui avait volé de l'argent et qui se l'a coulé douce à Londres. Et ils ont mis le ministre dans un colis estampillé propriété du Nigeria. Malheureusement, les agents secrets londoniens étaient au courant et finalement, ça a capoté. Tout ça montre la détermination de Buhari. Pourquoi on en est arrivé là? C'est quand même un État centralisé, autocratique, avec ses corollaires, donc la corruption, le favoritisme, le népotisme. Donc lui, il est venu en faisant renaître un tout petit peu le nationalisme d'Azikwe, de Bello et plus tard de Mohamed Murtala. Alors, il y a eu un élan dans la lutte contre la corruption. On dit aussi de Buhari qu'il a surtout porté ses efforts contre ses adversaires politiques. Ça, c'est ce que ses adversaires disent. Et c'est de bonne guerre. Mais la réalité, c'est quoi? Il a fait faire un audit de la fonction publique. Il s'est trouvé qu'il y a 23 000 fonctionnaires qui n'existaient pas. Mais 23 000 travailleurs, c'est à peu près 11,5 millions de dollars par an. Ouais. Qu'est-ce qu'on ne peut pas ne pas faire avec 11 millions etc. Et donc, il faudrait, en plus de ça, il a fait venir de l'argent des potentats. Ouais. Et par exemple, l'argent qui a été volé par la famille Abacha, qui a été planqué en Suisse et qu'il a fait revenir, par exemple. Ça, c'est important. Alors oui, justement, en Suisse, on a beaucoup parlé des fonds Abacha, des centaines de millions qui étaient dissimulés dans les banques suisses. Le gouvernement suisse a restitué, je crois, 800 millions au total au Nigeria. Et on dit que cette restitution est exemplaire. Exemplaire, et nous souhaiterions que Londres et son marché financier suivent
l'exemple suisse. Nous souhaiterions que les pays arabes, qui gardent aussi l'argent de ces potentats, suivent. On sait que le Qatar a fait un effort, l'Arabie saoudite aussi, mais on sait qu'ils mettent toujours après, vous allez prendre nos entreprises. La Suisse, ce qu'elle a fait aussi de merveilleux, c'est de demander à ce que l'argent restitué puisse aller aux populations. Et ça, Buhari a bien joué le jeu et ça a permis de réduire drastiquement, au niveau de certains milieux, la pauvreté. Il y a deux favoris, on l'a dit, pour cette présidentielle. Tous les deux sont âgés de 72 et 76 ans. 75. Ou 75 ou 76. Oui. Comment expliquer ça dans un pays aussi jeune? Évidemment, mais ça, c'est un héritage. Parce que quand même, quand on est arrivé aux indépendances, il y avait une sorte d'élite. Et cette élite-là est restée. Et c'est une forme de sauvegarde des intérêts de certaines élites. C'est assez triste aujourd'hui, il faut le dire, même si... Moi qui suis africain, dans notre imaginaire, nous avons toujours dit qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, mais ce n'est pas n'importe quel vieillard. C'est-à-dire un vieillard qui avait un comportement exemplaire, qui, par ses attitudes et son comportement, pouvait aider la jeunesse à se lancer et à se prendre en charge. Donc, on a eu des coups d'État militaires, vous vous rappelez très bien, et tout ça, malheureusement, n'a pas aidé. Alors, avant d'aller plus loin, on va s'arrêter quelques instants en images sur les violences ethniques, religieuses qui secouent la société nigériane depuis longtemps, j'ai failli dire depuis toujours. C'est un sujet de Kevin Gertsch. Des maisons saccagées et des sols calcinés. Dans ce village du nord-est du Nigeria, les stigmates d'une attaque de Boko Haram. Les opérations du groupe djihadiste ont regagné en intensité depuis plusieurs semaines face à une armée impuissante. Depuis décembre, 30 000 personnes ont fui la ville de Baga et les villages alentours pour se réfugier à Maïdougouri, capitale de l'État du Borno. L'État du Borno et ses voisins sont les fiefs principaux de la guérilla djihadiste. Elle élargit régulièrement ses opérations au Niger, au Tchad et au Cameroun. Souvent, elles ont pour cible des écoles, symboles de l'éducation occidentale. On se souvient de l'enlèvement des lycéennes de Chibok il y a 5 ans. Ce kidnapping avait mobilisé partout dans le monde, jusqu'à Michelle Obama. 160 de ces jeunes filles ont retrouvé leur liberté. On ignore ce que sont devenus les autres. Des manifestations parfois sanglantes éclatent régulièrement au nord du pays, dans la région où vit la minorité musulmane chiite. Ils sont plus de 3 millions. Leur leader est toujours en prison, malgré les promesses de libération du gouvernement. À ces combats entre l'armée et les groupes djihadistes s'ajoutent des tensions persistantes dans le delta du Niger, et puis d'autres, exacerbées par le dérèglement climatique. Des éleveurs peuls musulmans à la recherche de pâturage affrontent des agriculteurs chrétiens. On est ici au centre du pays, point de rencontre entre un nord musulman et un sud majoritairement chrétien. Églises incendiées, prêtres et paroissiens assassinés, le combat a pris ces derniers mois une tournure religieuse. La communauté chrétienne dénonce l'inaction des autorités. Nous souhaiterions que le président donne des instructions aux agences de sécurité pour qu'elles se réveillent et fassent beaucoup mieux que ce qu'elles ont fait jusqu'ici. Depuis 5 ans, les violences au Nigeria ont fait 13 000 morts et provoqué l'exode de plus d'1 million de personnes. Gori et Wanendoy, on pensait Boko Haram très affaibli. Et puis on a vu ces dernières semaines une recrudescence des combats avec l'armée dans le nord. Comment expliquer ça ? D'abord, disons que Boko Haram, comme ce qui s'est passé au Biafra, nous ne pouvons pas l'éluder dans le cadre aussi des frustrations énormes des régions qui ont été délaissées par le pouvoir avec le pétrole. Et Boko Haram, sorti de nulle part depuis 2002 avec son chef, qui raconte qu'ils veulent un islam partout, surtout dans les 12 États d'en haut, ouais. Mais c'est des voyous. Et ils sont revenus parce que, je pense, quelque part aussi, il faut oser le reconnaître,
Buhari, malgré ses efforts, n'a pas réussi à les éradiquer. Mais est-ce qu'on va éradiquer le terrorisme uniquement avec des armes? C'est ça la bonne question. Mais en face, il y a une armée aussi qui n'est pas forcément très motivée et pas toujours bien équipée. Hein. Pas toujours bien équipée. Et en même temps, quand on regarde aussi, on en revient à la corruption. L'ancien directeur de la sécurité qui avait volé les 2 millions de dollars destinés à acheter des armes, et celui-là, Buhari l'a arrêté. Et puis, il y a d'autres violences au centre du pays qui sont encore plus meurtrières. Très triste. D'ailleurs, un ami enseignant à Cherbourg parle du terrorisme bovin. Ouais. Et qui est important parce que nous avons des agriculteurs sédentaires et en même temps des éleveurs qui sont plus nomades. Ouais. Et malheureusement, cette situation-là où le fait est plus économique est traduit par l'ethnicité. On va dire encore que c'est une guerre ethnique, c'est une guerre religieuse contre les chrétiens, etc. Ouais, mais ouais. pour moi, encore une fois, c'est justement la faiblesse de la réalisation d'un État démocratique qui crée tous ces mouvements. Aggravé aussi par le dérèglement climatique, par les sécheresses, évidemment. Absolument, parce que quand les gens ne sont plus sédentaires et ils n'ont plus la possibilité, parce que au sud, dans cet espace du delta du Niger, on a la même situation où aussi les déchets liés au pétrole sont jetés dans des terrains qui ne sont plus cultivables. Évidemment, les agriculteurs sont poussés à émigrer ailleurs. Il y a 84 millions d'inscrits pour ces élections. Oui. Je vous pose la question impossible, mais quel est selon vous le favori? Pour moi, ça reste Buhari malgré tout. Mais tous les deux sont du Nord. Donc, celui qui gagnera l'élection entre Aboubakr et Buhari sera celui qui aura réussi à avoir plus de lecteurs favorables à son parti, mais au niveau du Sud. Mais tout dernièrement, en septembre, on a eu, au niveau des élections provinciales, que c'est quand même le parti de Buhari qui était sorti premier. Et pour gagner aussi, ils ont choisi tous les deux un co-candidat pour gagner des voix. Chrétien. Et chrétien. Important, Et voilà. parce que ça montre aussi l'intelligence de cette diversité-là qui permet à l'État de pouvoir gérer les susceptibilités et les frustrations, en tout cas liées à l'ethnicité. Et c'est important, celui qui aura gagné à avoir plus de voix, comme je l'ai dit au Sud, mais ne nous trompons pas, il n'y a pas qu'un Nord totalement musulman islamisé. C'est les Yoruba, il y a aussi évidemment des catholiques. Au Sud aussi, il y a des mosquées. Donc, le jeu ne sera pas si évident que cela. Mais l'intelligence politique nigérienne vaut de l'or sur ce plan-là, oui. Merci, Gorgui Wa Ndoi. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Geopolitis. Merci. Le plaisir était pour moi. Quiconque a visité Lagos vous le dira, la capitale économique du Nigeria est une ville époustouflante, une fourmilière humaine engorgée dans une circulation gigantesque. Mélanie Ohayon nous y emmène, c'est notre rubrique « Mais encore ». On a vu l'été dernier le président français Emmanuel Macron se déhancher timidement dans une boîte de nuit mythique à Lagos. Il était au Nigeria pour célébrer la créativité africaine et promouvoir au passage les intérêts de la France. Et quoi de plus symbolique que Lagos, mégalopole bouillonnante de 23 millions d'habitants. Chaque année, la ville doit en absorber plusieurs centaines de milliers supplémentaires. Avec le Caire, Lagos, c'est la plus grande agglomération du continent africain. Et puis ce sentiment d'immense pagaille, des embouteillages monstres. L'accès au port est le point noir de la ville. Aujourd'hui, ça fait 1 mois, 2 semaines et 3 jours que je suis coincé dans ces bouchons. Je n'ai toujours pas déposé mes marchandises. Je ne dors pas parce que si on dort, des bandes de voleurs piquent les batteries, les pneus de secours, l'essence. Ils peuvent tout prendre dans le moteur, ces voyous. Royaume des vendeurs de rue autant que de riches entrepreneurs, Lagos, c'est la capitale économique du Nigeria. Elle attire ceux qui espèrent réaliser ici leur rêve africain.
Lagos est considérée comme une ville d'opportunité. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas vendre à Lagos. Peu importe ce que vous avez, faites-le bien et les gens l'achèteront. Lagos, c'est aussi une industrie musicale florissante qui a vu naître le pape de l'afrobeat, Fela Kuti. Mais aussi Kezia Jones. C'est aussi la grande capitale du cinéma africain. On produit davantage de films à Nollywood qu'à Hollywood. Et davantage de fausses copies que partout ailleurs en Afrique, Lagos, c'est la championne du piratage. Lagos, c'est un développement exponentiel. Les autorités rêvent d'une ville ultra moderne, une sorte de Dubaï version africaine. Cette urbanisation effrénée chasse toujours plus loin les plus démunis. Makoko est un immense bidonville sur pilotis où vivent près de 150 000 personnes. Il est promis à la démolition des bulldozers. D'autres bidonvilles ont déjà été entièrement rasés, laissant des dizaines de milliers de personnes sans abri. Il y a 50 ans, les téléspectateurs recevaient comme un coup de poing les images de la famine au Biafra. La guerre civile qui avait éclaté au Nigeria et le blocus imposé à la province sécessionniste du Biafra allaient provoquer une tragédie abondamment relayée par les médias. C'est notre rubrique ce jour-là, signée Tristan Dessert. Été 1968. La tragédie humanitaire s'invite à la télévision. En Suisse romande, la TSR diffuse ces images bouleversantes. C'est par camions entiers que sont amenés chaque jour des enfants trouvés dans les zones désertées par la population. Ils sont mourants de faim. Leur faiblesse est telle qu'ils ne peuvent même plus se tenir debout. Ce drame se déroule dans une région lointaine et méconnue, le Biafra. En 1960, le Nigeria acquiert son indépendance. Mais des violences politiques, ethniques et religieuses éclatent au cours des années suivantes. En mai 1967, le Sud-Est, majoritairement chrétien, déclare son indépendance et prend le nom de République du Biafra. C'est le début d'une guerre civile. Un an plus tard, en 1968, le gouvernement nigérian instaure un blocus économique du Biafra. Des millions de personnes sont prises au piège. C'est la famine. Imaginez qu'il faille nourrir et soigner toute la population de la Suisse avec seulement 20 tonnes de marchandises par jour. Après 14 mois de ce régime, à quoi en serions-nous réduits? Faute de l'emporter sur le terrain militaire, les sécessionnistes biafrais tentent de gagner la guerre médiatique. Pour alerter le monde sur leur sort, ils font appel à une agence de relations publiques qui organise des voyages de presse. Les envoyés spéciaux filment la mort et la souffrance. Les hôpitaux sont plus que pleins. Et pourtant, il faut encore accueillir ceux qui ont jusque-là survécu. En Europe, les images de ces corps décharnés rappellent les camps de concentration. Cette médiatisation, inédite pour l'époque, entraîne un élan de solidarité. Partout en Suisse, des collectes sont organisées. Cette crise marque aussi les débuts de l'ingérence humanitaire. Médecins sans frontières sera créé quelques mois plus tard. La famine aura tué entre 600 000 et 1 million de personnes. Et la guerre civile se termine en janvier 1970 avec la reconquête et la réintégration du Biafra au sein du Nigeria. Pour préparer cette émission, nous nous sommes intéressés au livre du journaliste Aliundai, « La gouvernance du ballet, le Nigeria sous Buhari, entre diversification économique et fédéralisme social ». C'est un ouvrage publié tout récemment aux éditions Africana. Sur le site de International Crisis Group, une analyse des risques de violence et des enjeux dans les différents États de la fédération, là où se joue la victoire. Le système électoral nigérian, notent les experts, comporte intrinsèquement le risque de violence dans la mesure où le parti vainqueur remporte tout.
malgré les engagements pris, on ne peut garantir des élections libres et justes. Après l'agitation du Nigeria, une autre destination la semaine prochaine sur la feuille de route de Géopolitis. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur la RTS, TV5 Monde et les réseaux sociaux. Excellente semaine à vous tous. À bientôt.